Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. En novembre 2014, une nouvelle de taille fit irruption. Le Front National, parti de l'extrême droite française, avait reçu des financements russes. C'est un prêt, dit le parti. Ou bien s'agit-il d'un échange de bons procédés? L'exemple est spectaculaire et synthétise tout à la fois la trame de l'ouvrage dont nous recevons l'auteur aujourd'hui, Cécile Vessier. En effet, qu'y a-t-il de commun entre un parti comme le Front National et les successeurs assumés du KGB communiste? Eh bien, beaucoup. Idéologie autoritaire, réactionnaire, anti-américanisme et anti-européisme primaire, promotion de valeurs traditionnalistes, etc. Ce qui n'empêche pas chacun d'avoir son agenda et sa tactique, mais disons, pour employer une métaphore culinaire, que le fond de sauce est commun, que la conjonction de ces divers intérêts aboutit à la constitution de réseaux favorables au Kremlin, en France et ailleurs en Europe. Dans quel but, au pluriel? C'est ce que nous allons voir avec Cécile Vessier, professeure en études russes, soviétiques et post-soviétiques à l'université Rennes 2 et auteur donc de ces fameux réseaux du Kremlin en France, parus aux éditions Les Petits Matins. Avant de commencer, une précision qui a son importance. Au cours de notre échange, vous entendrez essentiellement parler du Kremlin, pour ne pas commettre de confusion avec le peuple russe, qui, même s'il s'est choisi par les urnes Vladimir Poutine, souffre en grande partie et subit le joug de l'obsession autoritariste de ce dernier. Madame Vessier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, ces réseaux, quelle forme prennent-ils? Est-ce que ce sont des personnalités, des partis, des institutions, des associations, des think tanks, comme on dit, des cercles de réflexion? Est-ce qu'ils sont protéiformes, comme je viens de le dire? Absolument. C'est-à-dire, ce qui frappe, c'est que le Kremlin, et vous avez tout à fait raison de souligner que ce n'est pas la Russie, que ce n'est pas la société russe, s'adresse à des cibles différentes, par des moyens différents. Et que ces moyens, certains d'entre eux sont très professionnels, c'est-à-dire qu'on a des gens, je dirais, qui sont chargés de donner de la Russie et du Kremlin une image positive, de justifier la politique du Kremlin en tout. Et puis on a aussi, je dirais, toutes sortes de méthodes pour toucher des gens qui, eux, ne sont pas des professionnels, qui, eux, ne se rendent d'ailleurs absolument pas compte à quel point ils sont instrumentalisés. Et je pense notamment à tout ce qui peut se faire par les médias, tout ce qui peut se faire sur Internet. C'est-à-dire que c'est complètement protéiforme et ça permet d'atteindre, en fait, des cibles différentes. Mais alors, est-ce que, pour parler de la France, ces Français qui sont touchés par ces réseaux, par cette propagande, est-ce que ce sont tous des idiots utiles ou bien est-ce que ce sont des gens qui, en toute connaissance de cause, agissent en faveur et en accord avec une cause à laquelle ils adhèrent? Non, c'est-à-dire que justement, là où la chose devient complexe et intéressante, c'est que vous avez parlé par exemple du fond de sauce, et j'aime bien cette expression parce que c'est exactement ça. Vous avez en France des gens qui détestent les États-Unis, qui détestent l'Union européenne, qui pensent que la France doit absolument sortir de l'Union européenne et de l'OTAN et de l'euro. Et donc ces gens-là vont prêter l'oreille à un certain discours qui, notamment par exemple, circule sur les réseaux sociaux. Donc ces gens-là ne sont absolument pas payés par le Kremlin, ces gens-là ne sont pas, je dirais, au service du Kremlin, mais ils vont éventuellement faire boîte de résonance. Et les gens qui, eux, se chargent d'envoyer des informations vers ce public, eux sont des professionnels. C'est-à-dire que non, bien sûr que non. À la limite, je dirais, il y a peut-être sans doute très peu de gens qui tirent un intérêt matériel direct du fait que, littéralement, ils soutiennent les visions des choses et la propagande du Kremlin. Il y en a très très peu. Alors, essayons de la définir plus précisément, cette vision des choses du Kremlin et cette propagande, et essayons de voir en quoi, justement, elle rencontre la vision d'une certaine droite, élargie d'ailleurs, c'est ce que vous montrez dans votre livre, c'est l'extrême droite, mais c'est aussi une partie de la droite dite républicaine, en tous les cas parlementaire. Tout à fait. Et donc essayons de voir en quoi il y a rencontre entre ces deux visions du monde, on va dire. Bon, déjà, je dirais quelque chose qui est très net en Russie depuis quelques années, c'est le renouveau de la propagande. Et quand je dis propagande, ça ne veut pas dire, parce que quelque chose qui vient justement parmi les arguments du Kremlin, c'est de dire finalement il y a propagande de part et d'autre, tout le monde a sa vision, etc. On n'est pas dans la même dimension. C'est-à-dire que là... Pardonnez-moi, on pourrait parler des révolutions d'Orange, qui, elles, sont le fait d'une forme d'action de réseau pro-américain.
C'est-à-dire que ça, vous savez, ça reste vraiment à démontrer. Ça reste vraiment à démontrer. Là, par exemple, on est complètement dans la vision du Kremlin de dire les révolutions qui se sont produites en Géorgie et en Ukraine ont été enclenchées par les États-Unis. Je crois qu'il ne faut pas faire d'angélisme. Et bien évidemment, les États-Unis sont présents, comme la France est présente. Et bien évidemment, il y a de l'argent qui est donné pour le développement de la démocratie. Je crois qu'il n'y a pas d'angélisme à avoir de part et d'autre. Mais en même temps, et ça c'est très très typique de la vision du Kremlin, c'est-à-dire les sociétés ont un rôle. C'est-à-dire que les gens qui sont, et pour avoir parlé avec pas mal de monde, descendus dans la rue aussi bien en 2004 qu'en 2013-2014 en Ukraine, ces gens-là ne descendaient pas parce qu'on les payait, ces gens-là descendaient parce qu'ils avaient une certaine vision de l'avenir de leur pays. Ils voyaient leur pays dans l'Union européenne, ou en tout cas proche de l'Union européenne, et si vous voulez, c'est ce qui fuit aussi. Alors apparemment, on peut dire, oui, mais ils ne se rendent pas compte, ils sont naïfs, tout ce qu'on veut, je veux dire, bon. Ils se rendent compte aussi très bien de ce que devient, malheureusement, la Russie sous Poutine, c'est-à-dire un État autoritaire, un État où la corruption explose. Et eux, ils ne voulaient justement pas de cela chez eux en Ukraine. Alors, on pourrait penser naïvement que ce que veut Vladimir Poutine et le Kremlin, c'est un nouveau rideau de fer. Or, vous, ce que vous dites dans votre livre, c'est pas ça. C'est pas un nouveau rideau de fer, c'est au contraire une sorte d'agglomération, d'utilisation oui. de pays européens qui serait finalement au service d'un grand idéal que Moscou incarnerait. Quel est cet idéal que Moscou prétend incarner ? Écoutez, je crois que c'est très très important effectivement de comprendre la vision du monde qu'a Moscou. C'est-à-dire que actuellement, ce que voudrait, et il ne le cache pas, c'est-à-dire que c'est dit tout à fait officiellement, ce que souhaiterait le Kremlin depuis plusieurs années, c'est que d'abord les pays de l'Union européenne sortent de l'OTAN. Ça, c'est très clairement dit. Ça a été dit notamment par Dmitri Medvedev à l'époque où il était président de la Russie. Et il dit, voilà, il faudrait que ces pays sortent de l'OTAN et que l'on recrée une défense européenne qui inclut la Russie. Donc, quand on dit cela en Europe centrale, quand on dit ça en Pologne, ça passe pas. Ça, c'est clair comme le jour. Et c'est quelque chose qu'ils essaient d'obtenir. D'autre part, le Kremlin essaie aussi depuis très longtemps de traiter individuellement avec chaque pays de l'Union européenne. Alors, c'était pour des choses très très concrètes, comme par exemple le prix du gaz, ou pour des choses différentes, comme par exemple la politique et le rapport à la Géorgie ou à l'Ukraine, justement. Donc, eux, ça les embête que se constitue une Union européenne. Vous savez, au début des années 90, il a quand même été question que la Russie... je veux dire, il y avait des partis en Russie qui militaient pour qu'elle entre dans l'Union européenne. Il a été question qu'elle rejoigne l'OTAN. C'est-à-dire que là, ça nous paraît absolument extraordinaire, mais ça pourrait être envisagé dans le cadre d'une Russie démocratique, dans le cadre d'une Russie qui respecte les droits de l'homme et qui soit un État de droit. Et maintenant, actuellement, sa politique, ça n'est pas ça. Sa politique, ça serait plutôt de faire exploser l'Europe. Et on voit très bien qu'ils soutiennent absolument tous les mouvements d'éloignement, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Grèce, tous les mouvements de pays disant « nous envisageons éventuellement de quitter l'Union européenne ». Ça ravit absolument le Kremlin, qui se dit de toute manière, ça sera plus simple de gérer avec un pays, alors où en plus on sait que traditionnellement, on a plutôt des bonnes relations avec la France, avec l'Italie, alors qu'actuellement, par exemple, ils ont un problème avec l'Allemagne, très clairement. Donc, c'est ce qu'ils souhaitent, je dirais, c'est recomposer une Europe qui les arrange et d'où ils auraient chassé les États-Unis et l'OTAN. Sur le plan des valeurs, ça implique quoi, cette vision ? Sur le plan si vous voulez, sur le plan des valeurs, effectivement, il faut regarder ce qui se passe en Russie. C'est-à-dire que l'argent qui est consacré à... organiser, je dirais, ces réseaux, à organiser cette influence, à l'argent qui sert actuellement, par exemple, à construire cette cathédrale russe très belle qui est chargée d'incarner la renaissance du pouvoir russe à Paris. C'est de l'argent qui n'est pas utilisé pour la Russie. C'est-à-dire que je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre une fois pour toutes, c'est que le but du Kremlin n'est pas
que son peuple vive bien, que son peuple vive mieux. C'est-à-dire que plus ou moins, je dirais, dans nos démocraties qui sont pleines de problèmes, les gouvernants ont pour objectif que les sociétés sortent tant bien que mal de la crise et que les sociétés vivent bien, ne serait-ce que de manière à ce qu'ils puissent être élus. Ça n'est pas du tout la problématique en Russie. C'est-à-dire qu'en Russie, on a une crise actuellement flagrante. Pourquoi ? Parce que pendant 15 ans, les gens au pouvoir n'ont rien fait. On a des gens qui ne touchent pas leur salaire ou qui touchent leur salaire avec énormément de retard. On a des répressions politiques qui se sont renforcées de façon sidérante depuis, je dirais, depuis 2012, depuis le retour à la présidence de M. Poutine. Et si vous voulez, ça veut dire que les valeurs de l'État russe actuellement ne sont pas des valeurs démocratiques du tout. Alors, pour écrire ce livre et dénoncer ce que vous citez, qui est Dimitri Sezman, et vous dites il parle de l'atrophie de l'intelligence. Pour dénoncer cette atrophie de l'intelligence, il vous faut un sacré courage quand même, à vous, Cécile Vessier. Non, je pense qu'il faut regarder les choses, telles qu'elles sont. Moi, je connais la Russie depuis des années, j'y vais depuis des années, c'est un pays que j'aime. Je trouve inimaginable cette guerre qui se déroule actuellement entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre qui a été déclenchée par le Kremlin, qui n'a aucun sens, c'est-à-dire qui est... si, ça a un sens, c'est bloquer l'Ukraine, l'empêcher effectivement de se rapprocher de l'Europe. Bloquer un destin européen éventuellement. Absolument. Merci. Et se dire en arriver là est une catastrophe. Merci beaucoup, Cécile Vessier. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes sur France 24 et vous voyez qu'on n'a pas fini de parler de cette chose-là. Merci infiniment et à très bientôt.